Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Dominique de Fonréau et je travaille auprès de la présidente Laurence Descartes et je suis très heureuse, en son nom et en celui de l'ensemble du Louvre, de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement de Thanks for Nothing qui est, si je ne dis pas de bêtises, c'est là où je vais commencer certainement à en dire, le 5e colloque qui se tient ici, puisque le premier en 2018 avait eu lieu à l'école du Louvre et ensuite ils ont eu lieu au Louvre ou en présence, comme aujourd'hui ce dont on se réjouit, ou pendant la période un peu complexe du Covid, à distance. J'ai une affection particulière, il faut le dire, et une grande admiration pour le projet de Thanks for Nothing, qui a été monté par des jeunes femmes intelligentes, entreprenantes, à l'esprit ouvert, curieux, qui est aujourd'hui magnifiquement bien mené par Marine von Schoenbeck, sa directrice générale, et très bien accompagnée par les fondatrices qui sont toujours là à ses côtés dans le conseil d'administration. Le projet n'allait pas de soi, c'était l'idée de lier à la fois le caritatif, le don, avec la culture artistique, avec la culture en train de se faire, avec la vie artistique, et de donner une ouverture la plus grande possible à ces deux éléments-là, en faire un ferment de vie, en faire un ferment de développement, en faire un ferment d'accueil, en direction notamment des plus démunis, des migrants, des artistes qui ne trouvent pas forcément leur voie parce qu'ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et donc je trouve que ce qu'elles ont accompli depuis 2017, date de fondation de Thanks for Nothing, donc en 6 ans, est absolument remarquable. Je voulais vraiment le saluer. C'est une entreprise rare et qu'il faut saluer. Elles ont décidé, à côté de leurs actions, d'avoir aussi des moments de réflexion, et ça aussi c'est quelque chose qui m'est cher, parce que je pense évidemment que rien ne remplace l'action et que rien ne remplace ce que l'on fait réellement, mais l'action sans la réflexion, permettez-moi de vous dire que c'est souvent quelque chose qui n'aboutit pas à grand-chose. Et ces colloques qu'elles ont lancés donc très tôt, dès l'année 2018, sont des moments de réflexion, d'échange, de discussion, de mise en perspective, qui sont, me semble-t-il, extrêmement précieux et qui vont accompagner et enrichir les actions, qui les préparent au fil du temps. Donc vraiment, à nouveau, bravo et merci d'avoir entrepris ce projet formidable. Alors les débats d'aujourd'hui sont sur un thème qui nous intéresse tous, puisqu'on va parler du vivant. Et Dieu merci, nous sommes là tous bien vivants pour être présents. Donc cet enjeu du rapport à la vie, au vivant, est absolument essentiel. C'est un débat sérieux. Je pense que s'il y a eu, il y a quelques années encore, quelques sceptiques pour dire qu'il y avait peu d'enjeux d'un point de vue de l'écologie ou du climat, je pense qu'aujourd'hui il y en a quand même beaucoup moins, ou du moins que ceux qui demeurent sont soit enfermés dans un bunker personnel physique, soit enfermés dans un bunker personnel moral, et on va peut-être les y laisser. Ça permettra comme ça de ne pas avoir à trop perdre de temps à discuter avec eux. Pour les autres, cet enjeu climatique, cet enjeu du rapport au vivant, cet enjeu du respect du vivant, cet enjeu aussi du lien entre nous, êtres humains, et l'ensemble de la nature, est un enjeu absolument essentiel de notre époque. C'est l'enjeu essentiel de toutes les générations, de la mienne, qui suis déjà relativement âgée, mais surtout des générations de demain, qui doivent évidemment absolument à compter avec cela et préparer leur vie avec cela, la place aussi de l'être humain dans une nature aujourd'hui pour partie menacée du fait, en grande partie malheureusement, de nos actions inconsidérées. Alors je fais partie de ceux qui sont non pas indéfectiblement optimistes, j'ai mes moments de pessimisme comme tout le monde, mais je fais partie quand même de ceux qui croient très profondément à la capacité de l'être humain de s'adapter, de réagir. Donc je pense que si les difficultés sont très grandes, le pire n'est pas certain et qu'il faut se mobiliser, comme beaucoup le font aujourd'hui, pour permettre de trouver des voies nouvelles par rapport aux difficultés qu'on vit aujourd'hui. Donc le thème me semble absolument essentiel. Et il me semble particulièrement essentiel dans un musée où il recouvre, à mes yeux, une importance très grande parce que parfois, certains
peu, heureusement, oppose patrimoine naturel et patrimoine culturel et intellectuel. Ce qui est absolument, évidemment, sans fondement, puisque les deux, ce patrimoine culturel et intellectuel et ce patrimoine du vivant, ce patrimoine écologique, sont deux faces d'une même réflexion de l'être humain, et bien loin de s'opposer, bien au contraire, se répondent et s'enrichissent. Et qu'il est absolument essentiel de défendre ces deux éléments-là, à la fois la défense du patrimoine écologique et la défense du patrimoine culturel. Et quoi mieux que le Louvre, comme symbole de ce patrimoine culturel et artistique, quoi mieux que le Louvre comme symbole de l'ouverture que représentent les musées qui sont les lieux les plus ouverts au monde, avec 3 jours seulement de vraie fermeture. On vient d'en vivre un, le 1er mai, les 2 autres sont le 25 décembre et le 1er janvier. Et sinon, une ouverture très grande à tous, à toutes et à tous, et une ouverture qui permet l'échange et le dialogue, qui permet aussi quelque chose qui m'est tout particulièrement cher, qui est ce rapport à un espace-temps toujours renouvelé, puisque le musée, c'est l'ouverture sur hier, mais c'est l'ouverture sur aujourd'hui, et c'est l'ouverture sur demain, permettant des échanges constants avec les enjeux d'aujourd'hui. L'histoire est toujours une histoire en mouvement, et l'histoire qui se raconte et qui se vit dans les musées, au Louvre tout particulièrement, est une histoire d'aujourd'hui, est une histoire de demain, qu'il faut préparer ensemble en prenant en considération tous ces enjeux de protection de notre planète, de protection de la vie dans son ensemble. Et pour conclure, je voulais rappeler les mots de Laurence Descartes, qui est présidente directrice du musée du Louvre, qui s'est engagée très fortement pour que tous les enjeux de développement durable trouvent leur place dans tout ce que nous entreprenons. Ça trouve la place dans tous les contrats, les appels d'offres, les concours que nous lançons. Ça trouve la place dans toute la manière aussi de réfléchir en termes de déplacement, de questionner la nature de nos déplacements. Il y en a beaucoup dans une maison comme la nôtre, mais aussi de poser la question des déplacements des êtres humains comme des œuvres, de manière à les protéger. Et bien sûr, ça a un point essentiel pour les enjeux d'exposition et de renouvellement et de renouveau notamment des matériaux et des matériels utilisés pour les expositions. Donc c'est un point très fort pour le Louvre. Le Louvre s'est engagé dans une démarche RSE dont mon collègue Jean-Philippe Tessier évoquera peut-être pour les jardins. Et c'est un engagement qui nous porte tous, qui nous anime tous et qui nous rend très fiers de pouvoir aujourd'hui accueillir ce projet. Bravo chère Marine, bravo à vos équipes. Et à nouveau, je me réjouis de vous accueillir et de vous écouter. Très belle journée de colloque à tous. Merci infiniment. Je me permets de faire passer les slides. Bonjour à tous, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Jean-Philippe Tessier, je suis le sous-directeur des jardins. Merci. Des jardins du domaine du Louvre. Je tenais tout d'abord à remercier évidemment l'équipe de Thanks for Nothing, de Marine évidemment, et aussi Clarisse qui a coordonné nos interventions. Les remercier aussi pour cette très belle programmation que je dois dire, je trouve assez fascinante, très excitante. Et aussi remercier l'équipe de Luc Bougnol-Lafont et de l'auditorium de nous accueillir pour cet événement. Alors, pour démarrer cette journée, en guise d'introduction, je vais vous parler de ce que je connais un petit peu, c'est-à-dire plutôt les jardins. Et vous parler des 30 hectares de jardins dont j'ai la responsabilité avec toute mon équipe. Et qui sont inscrits, on parle beaucoup du musée, mais on a aussi des jardins qui sont inscrits dans le domaine du Louvre et des Tuileries. Donc c'est un patrimoine de jardins qui est absolument unique, avec notamment parmi ces 6 jardins, le plus grand et peut-être le plus emblématique, les Tuileries, qui est un des chefs-d'œuvre de Le Nôtre, qui a traversé les siècles sans trop de dégâts, c'est une chance, et qui est maintenu dorénavant
par 16 jardiniers d'art, ce qui est une prouesse, il faut le dire, il faut même insister, pour un jardin de 23 hectares. Je voulais vous soumettre une question pour démarrer cette journée. Est-ce que finalement ces jardins tels qu'ils ont été conçus au XVIIe siècle sont compatibles avec l'actualité écologique, celle qui nous anime et qui anime les intervenants très engagés qui vont intervenir cet après-midi? Alors je ne vais pas y répondre aujourd'hui parce que, comme je vous le disais, il ne s'agit que d'une introduction, mais peut-être vous apporter quelques pistes de réflexion. Peut-être vous présenter déjà les jardins qui nous concernent, même si vous allez voir, on va très vite changer d'échelle. Le jardin des Tuileries, que vous connaissez tous, le jardin du Carrousel, mais aussi ces petits jardins qu'on ne connaît pas très bien, qui sont à proximité du palais, le jardin de l'Oratoire, celui de l'Infante et le Raffet. Ainsi qu'un petit jardin qui est de l'autre côté de la Seine et dont nous avons aussi la responsabilité, qui est le jardin du musée Eugène Delacroix. Premier constat de ces jardins, c'est que ce sont certes des espaces ouverts, mais ce sont aussi des jardins qui sont extrêmement minéralisés, avec des sols assez peu poreux. Les sols sont secs et les substrats sont souvent pauvres. Quand on fait des études, quand on fait intervenir les archéologues dans le jardin, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul ver de terre qui survit dans ces sous-sols. Et évidemment, ça nous inquiète terriblement. Donc des sols à la fois inertes et puis des sols qui participent terriblement à constituer ce qu'on appelle des îlots de chaleur, ce qui est un comble, créer des îlots de chaleur dans des jardins en plein centre-ville de Paris. Les jardins du domaine du Louvre et des Tuileries et leurs 30 hectares représentent pourtant un des plus grands espaces ouverts et jardinés de la ville de Paris intramuros, juste avant les grands bois. Nous avons donc, et ça va être un peu mon propos, une énorme responsabilité. Il va falloir continuer, car on le fait déjà, à revégétaliser ce jardin, travailler sur l'élaboration d'un nouveau schéma directeur de revégétalisation, et on va devoir répondre aux interrogations liées aux probables pénuries d'eau, adapter les essences d'arbres et les plantes au futur, enfin plus futur, mais au présent et aux aléas climatiques. Le tout sans brusquer les éléments de l'histoire qui caractérisent le jardin pour essayer, malgré les contresens, de transmettre ce jardin et son histoire aux générations futures. Mais il faudra peut-être aussi le regarder à une autre échelle. Observer l'organisation spatiale de ce site et de ce qui l'entoure, commencer à avoir un regard systémique et une approche globale. Je vous propose de changer d'échelle, car aujourd'hui, la lutte contre la fragmentation des habitats écologiques dans la ville permet de constater le potentiel extraordinaire que revêtent la Seine, la trame bleue, et, on en entend un petit peu moins parler, l'axe historique, qu'on pourrait qualifier de trame verte. Cet axe historique, c'est un grand vide, et c'est un vide qui est luxueux dans la ville. Vous savez qu'on subit une pression urbaine terrible. C'est un axe qui structure la cité comme aucun autre sur la planète. Ça qualifie vraiment l'urbanisme parisien. Il justifie en fait depuis plusieurs années maintenant l'aménagement de nombreux espaces verts et de nombreux jardins jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Reconnecter ces écosystèmes, ces espaces fragmentés, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est relier les habitats, relier les habitants, créer des corridors et limiter l'impact du réchauffement dans la ville. Ce qui est intéressant dans tout ce que je vous raconte, c'est que le domaine du Louvre et des Tuileries se situe à la croisée de ces deux trames, et c'est une chance fabuleuse en fait, dont il va falloir s'emparer, tout en menant des réflexions politiques sur des questions qui dépassent totalement l'échelle temporelle et spatiale de l'expérience humaine, et encore plus, et j'aimerais insister là-dessus, qui dépassent les mandats politiques qui nous empêchent,
bien souvent de raisonner correctement. Je pense que les intervenants de cet après-midi seront évidemment d'accord avec moi. Pour éviter cette désespérance qu'évoquait un petit peu Dominique tout à l'heure et dans laquelle on peut sombrer, je pense notamment à la lune du Monde de ce week-end et de la sécheresse en Espagne, il va falloir la jouer collectif et catalyser les énergies en évitant de préparer dès que possible, en se préparant dès que possible à la vie de l'après-pétrole. Alors ce que je vous montre et cette échelle peut paraître être une forme d'utopie, mais à mon avis c'est aussi une forme d'espoir en les capacités adaptatives de la ville, parce que c'est vrai que si on regarde la manière dont la ville avance aujourd'hui, on pourrait être clairement désespéré. Le Louvre et ses jardins vont donc se positionner comme un acteur exemplaire de la gestion durable d'un espace naturel dans un environnement urbain. Et avant de donner la parole aux autres intervenants, je voulais citer Gilles Clément, qui intervient cet après-midi, et qui résume ces questionnements. Si le jardin historique, celui que l'on tient dans les mémoires et les ouvrages de référence, se doit de transcrire la pensée d'une époque, quel serait le dessin de celui qui s'annonce? Quelle forme donner au jardin de l'ère écologique? C'est cette question qui va nous mobiliser, la sous-direction des jardins et l'établissement du Louvre, ces prochaines années. Voilà, je vais laisser la parole à Marine. Merci beaucoup.